Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette visite virtuelle de l'exposition Précieux déchets qui est proposée jusqu'au 1er septembre à la Cité des sciences et de l'industrie. Alors cette exposition, qui est en fait l'adaptation française de l'exposition West Age, conçue initialement par le Design Museum de Londres, eh bien, nous allons la parcourir en compagnie de Dorothée Vatinel, Bonjour. qui est la commissaire de cette adaptation française Précieux déchets, et Stefana Alberici, qui est Bonjour, professeure de design et métiers d'art en lycée technologique, le lycée Absomption de Bondy, c'est bien ça. et qui est venue avec deux élèves de seconde générale option culture et création design, Charlotte et Carolina. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors nous sommes, alors les quelques règles à vous rappeler. Vos micros, si vous nous suivez en direct, sont coupés, mais vous pouvez bien sûr amener des commentaires dans le chat, poser des questions que nous essaierons de relayer, évidemment, pendant la visite de l'exposition. Alors, nous sommes pour l'instant à l'entrée de l'exposition, devant un mur un peu particulier, qui est un mur en fait de métal compressé. Alors, c'est à la fois assez saisissant et très beau. Et c'est le parti pris, je crois, de l'exposition. Eh bien, les déchets, si encombrants soient-ils, ils peuvent être beaux. Et il y a une vraie attention portée à l'esthétique, notamment dans l'exposition. Alors, qu'avez-vous voulu nous dire avec ce mur? Alors en effet, comme vous le dites, ce mur est assez spectaculaire. Certains le trouvent magnifique, d'autres le trouvent étrange. En tout cas, l'idée, c'est de présenter dans le mur exactement le message de l'exposition, c'est-à-dire qu'à partir des déchets, on peut faire du beau. Ce mur est constitué de plaques métalliques qui sont en fait du métal en cours de recyclage. C'est-à-dire que ces plaques sont formées par la société Paprec qui ensuite les fait fondre pour recycler le métal. Et nous, on a fait un arrêt sur image, on s'est fait prêter toutes ces plaques. Et on a tapissé ce mur pour écrire le titre de l'expo, Précieux déchets, qui est un bel oxymore, puisque ce sont souvent deux mots que l'on n'associe pas. Alors, on va rentrer maintenant dans l'exposition. Je vous invite à nous suivre. Et on va s'arrêter devant une première vitrine qui accueille le visiteur. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors peut-être que je peux donner la parole à l'une de vous deux, peut-être à Charlotte. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on a devant les yeux et surtout ce que tu as ressenti quand tu as vu finalement ces plastiglomérats, puisque c'est ce qu'on nous apprend, ce sont des plastiglomérats. Le plastigoméra, qui est la pierre exposée ici, est un mélange entre une pierre naturelle et des résidus de plastique laissés dans la nature. Ça montre vraiment que ça a un impact fort sur ce qui est présent sur notre planète et que ça évolue au fur et à mesure des années, pas malheureusement pour le meilleur. Voilà. Alors peut-être Dorothée Vatinel, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, je peux compléter, mais c'est très bien ce que tu as dit. En fait, les plastiglomérats sont en effet le triste constat que la pollution humaine a fusionné avec la nature. Ce constat-là a été fait par une artiste canadienne, accompagnée d'une géologue canadienne, qui ont donc ramassé ces morceaux de minerais, enfin cette espèce de nouvelle pierre, qui correspond à du plastique fondu mélangé avec du sable. Voilà. Et donc, d'où l'invention de ce mot plastiglomérat. Et l'idée, c'était de le présenter dès l'entrée de l'exposition pour saisir le visiteur en lui disant, l'heure est grave. Oui, parce qu'il faut le dire, cette exposition, en fait, elle s'organise en trois parties. Et cette première partie, en fait, c'est l'apogée des déchets. Donc là, c'est le constat, en fait, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dans cette première partie, l'apogée des déchets, l'idée, c'est de présenter des éléments pour comprendre à la fois la surproduction de déchets qu'il y a dans le monde et pour en connaître les raisons. Alors peut-être, oui, vous vouliez compléter peut-être. Alors, je voulais rajouter un petit détail concernant ce matériau un peu intrigant, qui est le plastiglomérat, qui est souvent perçu un peu comme le fossile de l'ère de l'Anthropocène. C'est-à-dire que dans un futur pas si lointain que ça, si nous ne réagissons pas, finalement, ça risque d'être un matériau qui va être de plus en plus fréquent. Donc, finalement, l'amorce de cette exposition, justement ce matériau qui est intrigant, aussi intrigant qu'alarmant, permet finalement d'entamer une réflexion
beaucoup plus large et beaucoup plus responsable sur voilà, comment on va pouvoir rebondir sur ce constat qui ne nous sensibilise pas forcément de la même façon. Et en fait, c'est quelque chose qui peut sembler insignifiant de prime abord, mais le plastiglomérat, en fait, c'est voilà, c'est quelque chose, justement, je le répète, qui pourrait être qualifié de fossile de l'ère de l'Anthropocène. Donc, l'ère de l'Anthropocène, c'est l'ère durant laquelle l'homme a conditionné, et je vais même dire maltraité la nature de manière un peu voilà, individualiste et un peu égoïste. Ouais. Et justement, on va poursuivre justement renverser ce rapport. Voilà. Sur le sujet. On va poursuivre un petit peu parce qu'effectivement, cette première partie, elle a pour but vraiment de sensibiliser. C'est une prise de conscience, en fait, Dorothée Vatinet. Oui. Oui, oui, tout à fait. L'idée avec cette partie, l'apogée des déchets, c'est vraiment que le visiteur prenne conscience à la fois de la quantité incroyable de production de déchets et on comprenne les raisons. En fait, on produit beaucoup de déchets, d'abord parce qu'on consomme de trop. Ça, c'est la première chose sur laquelle on peut jouer, arrêter de consommer autant. Et puis aussi parce qu'il y a eu la culture du jetable, par exemple à l'apparition des couches culottes jetables, il faut dire que la mère de famille était drôlement contente de ne plus avoir à laver les linges comme ça tous les jours. Sauf que qu'est-ce qu'on fait maintenant de tous ces déchets? Et donc, bien sûr, aujourd'hui, on essaye de limiter les les bouteilles plastiques, on prend des gourdes, on fait tous des efforts parce qu'il faut changer notre comportement, mais il faut avouer que ça ne se fait pas sans mal et que ça va demander un effort commun, collectif. Alors, ce qui est assez intéressant dans cette exposition aussi, c'est que ces déchets qu'on n'a généralement pas très envie de voir, finalement, là, on les montre. On les montre, et puis parfois, ça peut même être assez beau en vérité, comme finalement ce rideau de bouchons. Alors, c'est des bouchons, c'est assez saisissant aussi, qui ont été collectés en un unique hiver sur une plage des Cornouailles au sud-ouest de l'Angleterre. Oui, exactement. En fait, comme vous le disiez, c'est des bouchons de plastique qui ont été ramassés. En tout, il y en a environ 6 000. Alors ici, pour être honnête, on n'en présente pas tout à fait 6 000, mais quand même de très, très nombreux. Et en fait, c'est moche. Et en même temps, ce qui est troublant, c'est que ce grand rideau qui est présenté dans l'exposition en hélice, comme ça, c'est assez esthétique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dès l'entrée de l'exposition. C'est que précieux déchets, on y est. En fait, on arrive quand même à faire du beau avec du moche. Oui, puis vous me disiez, c'est un oxymore, précieux déchets. On n'a pas l'habitude de rapprocher de ces deux mots. Bah oui, exactement. Et donc, là, dans tous les projets de l'exposition, il y a des textes et des films qui expliquent la jeunesse de chacun de ces projets. Et là, il y a un film qui montre justement cet élan collectif, toutes ces personnes qui ont ramassé ces bouchons pendant, comme vous avez dit, un hiver en Cornouailles. Et vous les voyez enfiler tous ces bouchons sur le long donc, de ce fil et puis de tout tendre le long de cette plage. C'est à la fois émouvant, c'est motivant parce que c'est frappant et ce sont des citoyens qui ont dit ça ne peut plus durer, il faut qu'on marque les esprits avec la pollution quotidienne sur nos plages. Alors, Carolina, vous êtes en seconde, donc c'est seconde générale, option culture et création design. Oui. Donc, vous êtes au tout début, en fait, de votre apprentissage, en fait, Oui. en tout cas du design. Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à ces questions environnementales ou est-ce que là, c'est un peu une prise de conscience sur tout le fait de venir dans cette exposition? On nous avait parlé le cours d'avant, le mercredi dernier, et on nous avait présenté plein de vidéos et surtout ce qu'on allait voir durant cette expo. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous a montré cette expo, pour prendre conscience dès maintenant pour plus tard ce qu'on pourrait faire. Mm. Et en voyant ce rideau, justement? Je trouve ça très joli et après, ça nous montre quand même l'impact qu'on a sur l'environnement parce que qu'il y ait autant de bouchons sur une plage, c'est grave quand même. Mm. Alors justement, Stéphane Alberici, vous avez préparé cette exposition, en tout cas la visite avec vos élèves. Comment vous l'avez préparée? Alors, en fait, j'ai commencé par leur diffuser une vidéo qui montre un peu le constat actuel, c'est-à-dire que la présence de quantité exponentielle de déchets en France et à l'international, et qui justement
permet de dresser un constat alarmiste qui, si nous ne réagissons pas à temps, pourrait être vraiment mettre en danger notre bien-être, mettre en danger même l'existence humaine. Et ça vous semblait important, en tout cas, de les préparer un petit peu avant d'arriver ici. C'est-à-dire que cette exposition, en fait, elle s'inscrit dans un contexte, dans lequel les élèves vont évoluer, vont devoir trouver des solutions, quel que soit leur champ d'activité. Donc, même si eux s'orientent plus précisément vers les métiers du design, en fait, il faut vraiment montrer le sens de cette exposition. On n'est pas là uniquement pour contempler des œuvres, bien au-delà du côté spectaculaire, du côté esthétique, un certain nombre d'œuvres ou de productions, puisque on oscille du champ des arts plastiques aux différents champs du design. C'est des productions qui sont là pour porter un message, pour sensibiliser, pour transmettre, pas forcément pour alarmer de manière abrupte, mais pour montrer que tout n'est pas perdu, et qu'il y a encore des choses à faire et qu'il y a plusieurs moyens d'envisager ce fin de cycle de vie qui, en fait, n'est qu'un nouveau départ. Et justement, on ne va pas s'attarder trop sur cette première partie qui est effectivement le constat, la prise de conscience, parce que ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qu'on peut en faire de ces déchets. Donc, on va poursuivre un petit peu la visite. Alors, peut-être un tout petit arrêt sur peut-être les 3 panneaux qu'on voit là, Dorothée Vatinel. Oui, en fait, ces panneaux parlent du plastique, hein. On a vu qu'il y a beaucoup de déchets parce qu'on on les utilise dans la culture du jetable. Et puis, il y a beaucoup de déchets, et notamment des déchets plastiques euh, qui sont dénoncés maintenant. Mais en fait, le plastique, c'est quand même un matériau formidable. Il n'est pas cher, on peut le mouler, on peut le mettre à la couleur que l'on veut, on peut le faire en série. Donc, ça permet d'avoir des objets pas chers. Et d'ailleurs, ces objets en plastique, on les retrouve dans les objets du quotidien, comme on voit derrière nos étudiantes, dans les objets dans le monde du travail et dans le monde de la santé. On a bien vu d'ailleurs avec le Covid tous les quantités de plastique à usage unique que l'on jetait. Et ce plastique, on les retrouve aussi dans les objets du quotidien à travers les âges, du biberon jusqu'à la pince pour ramasser sans se baisser pour les personnes âgées. Et par ces objets du quotidien avec des boîtes Tupperware qui pourraient jouer sur la nostalgie de certains et certaines, on voit bien que là encore, quand il va falloir changer nos habitudes, il va falloir aussi accepter de ne plus utiliser ces objets qu'on a tous chez soi. Ouais. Et Stéphane Alberici, c'était un peu les années du design pour tous quand même, parce que le design a sa part de responsabilité aussi dans cette situation. C'est ça, donc c'est une période en fait qui démarre dans les années 1950-1960. On parle d'ère du prix unique, on parle en fait du design populaire, donc il y a plusieurs appellations. On parle d'utopie du tout plastique. Je dois reprendre le nom d'un célèbre ouvrage qui n'est plus réédité à l'heure actuelle, mais qui montrait quand même tout un éventail de productions qui ont proliféré et qui ont permis, grâce aux matériaux issus de l'industrie pétrochimique, d'élargir le champ des possibles. Les designers s'en donnaient à cœur joie, puisqu'ils pouvaient produire en grande quantité, de manière peu coûteuse, des belles formes, des beaux objets. Donc le design se démocratisait et bien sûr, cela allait de pair avec la société de consommation et tout ce qui est développement des médias qui accompagnait, qui alimentait un peu ces objectifs mercantiles et qui a placé aussi bien les créateurs, concepteurs que les consommateurs finalement dans une posture qui est un peu irresponsable, un peu un peu unilatérale. Et c'est quelques décennies plus tard, à l'aube du nouveau millénaire, qu'on a commencé à tirer la sonnette d'alarme en disant maintenant il faudra un peu revoir nos habitudes de consommation et maintenant, repenser. Maintenant, il est temps de rectifier le tir. Alors, intéressant sur la galerie graphique qui est derrière nous, c'est peut-être un élément sur les 7 milliards de tonnes de déchets plastiques générés à ce jour dans le monde, moins de 10% recyclés. Donc, on comprend qu'il y a un besoin de faire mieux. Il y a un besoin de faire mieux. Et on va tout de suite entrer dans la seconde partie de l'exposition, qui est effectivement le potentiel des déchets. Parce que ces déchets, ce sont aussi des ressources. Alors, ce qu'on a là, c'est un projet qui s'appelle Materialism de Studio Drift, où on a des artistes qui se sont emparés en fait de cette question des déchets et qui pointent finalement notre dépendance déjà à ces déchets
et surtout qui matérialise finalement les matériaux, les composants qui les composent. Hein, ce sont aussi des ressources. Oui, l'idée avec ces objets qui sont quand même surprenants, très beaux, très minimalistes comme ça, c'est de montrer dès le départ, dès l'entrée de cette deuxième partie potentielle de déchets, que bah, là, c'est vrai, ils ont tout de suite un potentiel puisque ce que l'on a devant nous, c'est un aspirateur Dyson qui a été jeté et que ce studio Drift, donc de designers hollandais, ont dépioté, décortiqué, décomposé en séparant tous les éléments qu'ils composaient. Donc de mémoire, il y en a 18. Et qui ont compacté chacun de ces éléments en respectant la proportion de leur présence dans cet aspirateur Dyson. Alors, ce qui est intéressant aussi, et quand on travaille sur la fonction de l'objet, c'est de comparer finalement tout ce qu'il faut pour faire un aspirateur Dyson par rapport à un balai. Donc, c'est quand même toujours ramasser la poussière. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir comparer ces deux objets. Mais ce qui est très intéressant dans le travail du studio Drift, c'est d'une part de se pencher sur mais qu'est-ce qui compose ces objets technologiques qui sont maintenant des objets magiques et on réfléchit plus tellement à comment ils sont construits. Et aussi que finalement, bah, au lieu de jeter cet aspirateur, ils en ont fait une sculpture absolument magnifique et on montre d'autres choses, d'autres œuvres d'eux. On montre par exemple un téléphone iPhone que l'on peut comparer à un Nokia. On présente aussi un menu, un menu McDo avec une cup Starbucks. Voilà, donc c'est très intéressant parce que tout de suite, on se dit, oh, mais en fait, c'est dingue. Moi, je vais plus jeter l'aspirateur qui traîne à la cave ou dans mon placard. Je vais en faire quelque chose. Justement, Charlotte et Carolina, ne vous cachez pas, venez là. Justement, toutes les deux, l'une de vous, est-ce que peut réagir peut-être quand vous avez vu ça, c'est quand même assez étonnant hein, comme dispositif. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi, d'être déconnecté des objets que vous utilisez quotidiennement, finalement? Que ça montre vraiment tout ce que ça peut mener avant, parce que donc ça montre les matières premières utilisées et toute l'étape que ça a avant et à quel point ça peut consommer, alors que on pourrait tout simplement avoir un équivalent qui serait plus respectueux ou moins coûtant, comme un balai par exemple, par rapport à l'aspirateur Dyson, qui est plus simple, qui nécessite moins de technologie, moins d'argent et surtout beaucoup moins de production. Donc là, on comprend que vous êtes déjà sensibilisé, en tout cas sensible à ce type de création, en tout cas. Stéphana? Alors moi, je voulais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que moi, j'ai particulièrement apprécié la démarche du studio Drift et qui, pour moi, en fait, est un peu une symbiose, hein, s'inscrit au croisement de ce qu'on connaît actuellement hein, sous le terme de data visualisation et ce qu'on pourrait qualifier un peu de déchet matérialisation, c'est-à-dire que on est aussi, cette démarche fait écho un peu à celle des artistes néo-réalistes des années 1960, hein, comme Armand, comme César, et toute cette génération-là qui ont voulu s'inscrire dans une démarche similaire à celle du pop art, mais sans esthétiser justement tout ce qui est lié au consumérisme, mais au contraire le montrer de manière un peu brute de décoffrage. Et en fait, on a cette transposition matérielle des quantités hein, qui justement, moi je le redis, hein, est à la croisée de la data visualisation et de la matérialisation, on va dire sublimée des déchets, mais qui est quand même là pour porter un message. Ouais, Et que les déchets, justement, ils sont bel et bien sont présents des ressources. et parfois dans des choses qui nous sont familiers, hein, le menu Big Mac, l'iPhone 4S ou l'aspirateur Dyson. C'est vrai que quand on voit le produit fini, on ne s'en rend pas forcément compte de la quantité de tel matériau, quel qu'il soit, hein, qui peut-être, avec des solutions alternatives, pour être repensé de manière plus justement, responsable. c'est une très bonne transition, puisque là, on comprend bien que nos déchets sont des ressources qui sont constituées de plein de ressources différentes, de plein de matériaux différents, et ces matériaux, on peut les recycler, et notamment le plastique. Alors là, devant nous, on va se mettre derrière pour qu'on puisse les voir correctement. Venez, suivez-nous. Hein. Alors là, devant nous, on a un tas de chaises, et ces chaises, en fait, elles sont toutes issues du recyclage en fait, du plastique. Oui, alors, celle-ci est issue du recyclage du plastique, ainsi que ces deux-là. Celles-ci sont issues d'un recyclage de réfrigérateurs.
Mais en tout cas, la démarche de ces designers est la même, c'est-à-dire ils récupèrent un déchet, ils en font une ressource. Après, ils la retravaillent, hein, ils refont ce designer a fait tout un travail donc pour passer d'un réfrigérateur et en faire une pâte qu'il travaille ensuite avec son imprimante 3D. Ici, donc, c'est un travail aussi à partir de plastique qu'il a collecté, puis dont il a travaillé la matière pour en faire une autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on se dit, oui, mais bon, c'est très beau, mais tout ça, c'est des pièces uniques et hors de ma portée. Et bien là, non, finalement, pas tous, puisque là, on présente une série de chaises, enfin, donc des chaises faites en série, des chaises uniquement en plastique recyclé, qui sont faites en série et qui donc sont accessibles, que l'on peut acheter, que tout le monde peut acheter. Ce ne sont pas des pièces de collection comme les autres chaises que l'on présente ici. Alors, Stefana Alberici, le recyclage, est-ce que c'est une démarche qu'on peut imaginer faire dans un établissement scolaire? Alors, je crois que vous, justement, vous faites cette démarche en partenariat avec un Fab Lab. C'est ça qui se trouve à Montreuil. Alors justement, la nouvelle génération d'élèves, hein, que ce soit des élèves du second degré qui sont inscrits dans une filière design et davantage en post-bac, hein, dans des diplômes de type DNMAD, hein, comme on a ouvert chez nous au lycée Assomption-Bondy. Les élèves et les étudiants sont justement familiarisés avec cette démarche de recyclage, de réexploitation des déchets, quels qu'ils soient, avec notamment ce qu'on a mis en place dans notre établissement, c'est un partenariat avec un Fab Lab qui se trouve à Montreuil, le Fab Lab La Verrière, et qui est équipé de machines entre guillemets precious plastiques qui permettent de démocratiser et d'ouvrir vraiment au plus grand nombre justement ce recyclage du plastique. Alors pas tous les plastiques peuvent être exploités, donc nous on a travaillé essentiellement sur des catégories 2 et 5 qui ont été préalablement triés, sélectionnés par les élèves, et donc ces déchets plastiques sont devenus de nouvelles matières à créer, et à partir de ça nos élèves ont pu imaginer des objets à partir de plastiques qui ont été préalablement broyés, donc c'est devenu des paillettes qu'ils ont ensuite fait fondre, et en fonction de la machine utilisés, ils ont pu vraiment donner forme à des objets utiles, des objets décoratifs, des objets vraiment qui satisfont une dimension utilitaire, des cendriers, etc. Oui, et donc même dans des filières qui ne seraient pas spécialisées, on peut très bien imaginer, en faisant un projet dans un Fab Lab, finalement, déjà toucher un peu au recyclage en fait du déchet, du plastique. Enfin, c'est quelque chose qui est abordable en fait. D'autres disciplines sont concernées, pas uniquement les enseignements liés au design et au métier d'art. Ça peut être aussi bien la technologie au collège que sciences physiques au lycée, etc. De plus en plus d'enseignements abordent ces points-là, mais voilà, de manière différente et en lien avec les programmes officiels, bien sûr. Et ça concerne beaucoup de disciplines, en fait, on se rend compte. Et pas seulement le design, il y a tout le côté matériaux, le travail sur les matériaux, et donc les sciences, etc. Alors peut-être une parenthèse. Bien sciences de l'ingénieur, voilà, parce que maintenant, avec ces nouvelles spécialités du bac général, bien sûr qu'il y a plusieurs entrées possibles pour finalement remplir les mêmes objectifs, c'est-à-dire les sensibiliser à toutes ces questions environnementales et bien sûr convoquer des savoirs techniques, des savoirs scientifiques, etc., qui permettent finalement déjà d'envisager des projets comme ça. Alors, ça part du micro-projet, ensuite à une posture qui va être beaucoup plus professionnalisante, mais là, qui s'envisagera dans des spécialités suivies en études supérieures. Alors, juste une petite parenthèse sur la communauté Precious Plastic, parce que vous l'avez cité, et peut-être ça peut intéresser les personnes qui nous suivent. C'est quoi cette communauté, peut-être Dorothée Vatinel? Alors, c'est une communauté qui a été créée, alors je ne sais plus dans quel pays à l'origine, mais qui s'est développée dans le monde entier. Donc, il y a un Precious Plastic France. Et donc, c'est une communauté qui met à disposition, c'est en open source, tous les éléments, tout ce qu'il faut pour pouvoir, en effet, ce que vous disiez, ce que fait le Fab Lab de Montreuil, pouvoir recycler le plastique, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique, avant de le recycler, il faut le collecter, les déchets plastiques. Et il y a des vraies questions sur la collecte des déchets de plastique.
On va voir Et sur donc, le... les entreprises qui créent, qui génèrent énormément de déchets plastiques, la collecte de leurs déchets est assurée. En revanche, il y a des entreprises qui qui génèrent des déchets en plastique, mais qui ne rentrent pas dans des circuits de recyclage bien organisés. Et c'est là où Precious Plastic prend tout son sens. Et c'est ce qu'on présente ici. euh, avec le travail de la plastiquerie, des designers qui sont du côté en Gironde, du côté de Bordeaux, et qui, eux, récupèrent donc soit des déchets de tubes de médicaments, des déchets plastiques, vous savez, pour les gaines en électricité, des choses comme ça. En effet, avec tout ce travail, là, avec un science de l'ingénieur sur quel type de plastique, des PETG, des PET, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui, en fonction de la composition même de ces déchets plastiques, comment ils peuvent les travailler, les recycler. Donc, on présente ici des exemples d'échantillons qu'ils font à partir donc, de tubes de médicaments, de tubes pour les gaines d'électricité, de flacons de cosmétiques, des choses comme ça. Ils travaillent pour essayer de trouver une matière agréable à l'œil, au toucher, avec certaines caractéristiques techniques. Et ensuite, ils travaillent avec des designers pour en faire des objets, comme par exemple ici, ces appliques lumineuses. Et donc, c'est vraiment un travail très, très intéressant qu'ils ont fait à partir de l'open source de Precious Plastic. Ouais. Et alors, valoriser les déchets, finalement, il y a plusieurs démarches en vérité. Il y a le démarche du recyclage, effectivement, on va travailler le matériau, on va le transformer, mais il y a aussi tout simplement le fait de pouvoir réutiliser, réparer. Ça, c'est une autre démarche et on va voir tout de suite sur le dispositif suivant. Oui, en effet, les déchets, on peut les magnifier, les faire des sculptures comme on avait avec les studios Drift. Les déchets plastiques, on peut les recycler. Là, on va pouvoir aussi encore faire une autre approche, comme vous le disiez, c'est réparer, tout simplement. Réparer. Donc là, on a un Nokia. Hein. C'est le Nokia G22 qui est sorti en 2023. Alors là, la coque, elle est en plastique 100% recyclé et l'usager surtout, il peut remplacer la batterie, l'écran par lui-même. Voilà, alors là, ce qui est très intéressant dans cet exemple de Nokia G22, c'est que le constructeur de téléphone finlandais, Nokia, s'est dit, pour concevoir ce téléphone, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mes bureaux d'études et je vais me rapprocher de cette communauté de réparateurs qui s'appelle iFixit, qui est une communauté de réparateurs que des individus, des particuliers ont monté. Et qui, quand ils réparent quelque chose, mettent des guides de réparation de ces objets, pareil, en open source, qu'on peut télécharger sur Internet. Ils ont un manifeste de la réparation que l'on montre ici. C'est vraiment international, hein. On le montre en japonais, par exemple. Et donc, il y a tellement un souci de réparation que le constructeur Nokia s'est dit, pour mon prochain modèle, je vais travailler avec cette communauté de réparateurs pour qu'ensemble, on conçoive un nouveau téléphone que le consommateur, le client, peut réparer grâce à la notice de réparation définie par iFixit. Donc, bien sûr, ça peut être un argument de vente, mais finalement, c'est pas mal comme argument de vente. Plutôt que de dire il est beau, là, on peut dire il est réparable par vous-même. Et je trouve que le fait que ce soit tout d'un coup un constructeur qui s'approprie cette initiative de particulier, ça inverse un petit peu la vapeur et c'est aussi porteur d'espoir parce que peut-être ça peut être repris par d'autres constructeurs dans d'autres objets. Et ça aussi, en design, ce changement de regard et surtout ce changement de démarche, c'est quelque chose qui vous commencez à l'enseigner, c'est-à-dire penser à tout le cycle de vie de l'objet dès sa conception. Oui, et aussi veiller à, on va dire, démystifier la technique et la technologie. Hein, quand on voit justement le développement relativement important ces 10 dernières années, des Fab Labs, mais aussi des Repair Café et des plateformes comme ça en open source qui permettent finalement aux consommateurs, même les plus réticents à la technique, de pouvoir réparer, de pouvoir comprendre comment son objet fétiche est fabriqué, quels sont les différents composants. Ça lui permet justement de mieux envisager une seconde vie. Et on a tous entendu parler de l'obsolescence programmée. On sait tous que les objets qu'on a consommés jusque-là étaient majoritairement conçus pour ne pas durer. Et en fait, ce type de démarche permet finalement de contrebalancer ce calcul au préalable qui raccourcissait volontairement
la durée de vie des objets dans une optique consumériste. Et ben, maintenant, grâce à on va dire ces différents dispositifs qui permettent de démystifier la technique et la technologie, ben, tout le monde peut s'improviser. Alors, j'ai mis une petite réserve là-dessus, mais comme un réparateur, hein, du moins pour voilà, trouver des solutions comme ça. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas prolonger la durée de vie d'un téléphone portable d'un siècle, mais voilà, d'être moins dans ce je consomme, je jette, je consomme, je jette. Voilà. Carolina, est-ce que vous êtes sensible à cette démarche-là ou est-ce que vous l'achèteriez un portable comme ça? Ça vous parle de pouvoir réparer, de l'ouvrir, de le réparer, de le changer, de le faire durer en fait et d'en prendre Je soin? pense que ça serait bien parce que j'ai cassé plusieurs téléphones jusqu'à maintenant et à chaque fois j'en rachetais un parce que ça coûtait plus cher de faire changer une vitre par exemple que de racheter un téléphone. Du coup, à chaque fois j'en rachetais un même si c'est pas bien techniquement. Je trouve que ça c'est une idée intéressante et ça pourrait révolutionner. Enfin, Ouais. je sais pas. Le fait en tout cas d'en connaître les composants et de pouvoir agir dessus, de pouvoir réparer, etc., de faire durer. Oui, Effectivement. et du coup ça limite l'impact environnemental qu'on a aussi. Alors, une autre démarche intéressante aussi, on va peut-être la définir aussi, c'est l'upcycling. Alors, ce n'est pas toujours très clair, hein, il y a le recyclage, il y a l'upcycling. C'est quoi l'upcycling, Dorothée? Alors, en effet, c'est pas toujours facile de distinguer recyclage et upcycling. Le recyclage, on prend un déchet et on modifie le matériau pour en faire autre chose. L'upcycling, on prend le déchet, on ne change rien à l'objet, simplement on en fait autre chose, sans changement de matière. Par exemple, ici, nous avons une table, la table Clavex, qui a été imaginée, conçue par la manufacture Maximum, qui est en région parisienne. Ces designers se sont spécialisés dans le upcycling ou le upcyclage, si je veux parler français, des déchets issus de l'industrie et du bâtiment. Donc, par exemple, cette table que l'on a ici, le plateau est une vitre de train. D'ailleurs, on voit qu'elle a été un petit peu graffitée. Et maintenant qu'on le sait, ben, on dit bah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle a des angles arrondis. On voit très bien ce que c'était, comment elle était dans son wagon. Et le piétement de cette table est en fait un échafaudage à la retraite, si je puis dire, puisqu'en fait, les échafaudages ont une durée de vie. Et au bout d'un certain nombre d'années, pour des questions de sécurité, on ne peut plus proposer aux ouvriers de monter dessus. Donc, on les retire. Néanmoins, ils sont encore, ils peuvent tout à fait servir à autre chose. C'est ce que montrent très bien les designers Maximum. Donc ensuite, ils les sablent, ils les travaillent. Ils ont mis juste des espèces de petites boules en liège pour pas abîmer la vitre quand on va la poser sur ces échafaudages. Et donc, ce modèle de table, c'est très pratique. Vous pouvez l'avoir plus ou moins haute ou plus ou moins basse, plus ou moins longue, plus ou moins courte. Vous pouvez en choisir la couleur du piétement. Donc, c'est vraiment du upcycling parce qu'on voit bien qu'à partir de deux déchets existants, mais qui n'ont pas du tout été modifiés dans leurs matériaux, on en fait un nouvel objet. Ouais, et puis ça, c'est vrai que c'est une démarche qu'on imagine pouvoir faire facilement dans un établissement. Je veux dire, un projet d'upcycling, de recyclage valorisant, je ne sais plus exactement comment on le traduit en français, mais c'est quelque chose qu'envisageable. Recyclage par le haut. Très bien. Sachant que quand on prend par exemple un objet qui avait une fonction bien précise et quand on transforme, on le détourne de sa fonction première, on parle plutôt voilà, de détournement du déchet. Voilà, ça peut être donc de la sublimation, de l'hybridation, du détournement, de l'assemblage. Donc bien sûr qu'il y a toute une dimension narrative qui va se déployer puisque quand un objet a été upcyclé, quand un objet a été reconstruit à partir de fragments d'objets disparates, il y a quand même ces traces, ces stigmates du passé qui sont là aussi pour raconter une histoire. Donc, il faut aussi envisager l'upcycling comme une manière un peu de rendre hommage à un passé qui est bel et bien présent, qui est là justement pour porter une histoire, pour porter des traces et pour finalement changer le regard qu'on a sur le rebut, sur quelque chose qui était finalement voué à démolition, à destruction. C'est plus un point final, c'est finalement un nouveau départ. Donc il faut voir justement, on va partir sur la troisième partie de l'exposition. On comprend en tout cas que finalement, le maître mot, c'est aussi la créativité. Faut avoir beaucoup de créativité finalement pour repenser les objets, pour repenser les déchets. Et puis, évidemment, imaginer des matériaux peut-être
biosourcés, en tout cas des matériaux qui ne soient pas issus des énergies fossiles. Donc ça, on va le voir sur la troisième partie. Alors, anticiper la fin de vie des objets dès la conception, ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Alors là, on est devant une vitrine, c'est l'ampoule Bloom. Alors là, elle est réparable à vie, en fait. Hein, c'est ça l'idée? Ben, presque, là, puisque là, on entre dans la dernière partie de l'exposition, la fin des déchets, où là, l'idée, c'est de se dire, allez, les designers, nos artistes, nos ingénieurs, nos architectes, puisqu'on a aussi des projets d'architecture dans cette exposition, vont continuer la réflexion sur ces déchets, vont aller au-delà, ils vont se dire, imaginons un monde sans déchets. Donc, un monde sans déchets, ben, comment on fait? Ben, déjà, en effet, on peut imaginer des objets réparables à l'infini ou presque, comme cette ampoule Bloom. Quand on jette une ampoule, enfin, quand l'ampoule ne marche plus et qu'on la jette, on est déjà très fier de la garder et de la mettre de côté jusqu'au moment où on la pose dans le carton de recyclage à l'entrée de son magasin de bricolage. Et pourtant, il n'y a qu'un tout petit composant qui est cassé la plupart du temps. Euh, les restes des éléments c'est tout à fait en bon état. Le verre est rarement cassé, la goulotte aussi. Donc, en fait, on jette tout alors qu'il n'y a qu'un morceau qui est cassé. C'est justement le constat qu'ont fait ces designers en proposant cette ampoule Bloom qui est d'abord conçue pour durer longtemps. Donc, en effet, on est contre l'obsolescence programmée, qui est un délit quand même depuis 2015. Hein, les choses avancent. Et quand la pièce qui est cassée, vous l'enlevez un peu comme une petite puce de votre téléphone. Vous la renvoyez au fabricant. C'est ce qu'on montre sur cette photo-là, où en fait, c'est une petite boîte. Vous renvoyez la petite puce. Il vous renvoie cette pièce réparée que vous remettez dans votre ampoule et c'est reparti pour un tour. Et le petit morceau cassé que vous lui avez envoyé, il le répare, qu'il le remette dans la boucle. Voilà. En fait, ce qui est dingue, c'est que l'idée est simplissime, mais en fait, ça n'existait pas avant. D'accord. Alors, on est néanmoins encore dans l'idée de réparation, donc il peut y avoir du plastique dans cette ampoule, j'imagine. Bien sûr. On peut montrer d'autres projets qui sont un petit peu innovants. Donc là, on a aussi un matériau qui est fait à partir de coquilles d'huîtres, c'est ça, hein, et de minéraux? Alors en fait, c'est fait, ça c'est un projet très intéressant également de Malakio qui travaille les déchets coquillés. Donc en fait, c'est toutes les coquilles, tous les coquillages vides que l'on peut trouver soit sur les plages, soit dans les restaurants quand on a fini de manger notre plateau de fruits de mer. Et donc en fonction du type de coquillage qu'ils utilisent, on a des rendus différents. Donc ça, par exemple, c'est de l'ormeau. On a des moules, on a de l'huître, on a des coquilles Saint-Jacques, on a des mélanges de ces différents coquillages. Et donc, Malakios récupère ces déchets coquillés, les broie, les lie avec un liant naturel pour créer un matériau qu'ils ont appelé Istrène, qui est extrêmement résistant puisqu'ils en font des planches, des plans de travail pour la cuisine, des planches à découper. Nous, on présente un miroir. Et donc, en fonction et de la couleur du liant et surtout de la granulométrie, de la façon dont il broie ces déchets coquillés, plus ou moins finement, et la composition même donc, de ces déchets, on a des rendus extrêmement différents et extrêmement élégants. Alors, Carolina et Charlotte, est-ce que ça vous donne des idées? Parce que c'est vrai que c'est extrêmement créatif. Il faut en avoir des idées pour créer des matériaux pareils. Bah oui, c'est sûr que ça donne beaucoup plus de possibilités parce que ça montre que d'autres alternatives au plastique sont disponibles et surtout que les matériaux qu'on a peut-être laissés de côté à l'apparition du plastique peuvent s'avérer vraiment utiles et même plutôt écologiques en réutilisant par exemple comme vous l'avez cité plus tôt par rapport au restaurant ou ce qui est laissé de côté. Et ça a vraiment beaucoup de possibilités et je trouve ça super intéressant personnellement. Et Carolina? Moi, je trouve que le rendu, on dirait presque du plastique, mais du coup, c'est pas du plastique et je trouve ça impressionnant. Et limite, si on le met, par exemple, dans une maison ou pour une décoration, on remarquerait pas la différence, je pense. Ouais. Est-ce que vous imaginez... Ça peut faire aussi penser à du marbre, je trouve, un peu. Vous imaginez peut-être un projet dans votre établissement, dans votre classe, peut-être, vous imaginez un nouveau matériau comme ça, même utiliser peut-être les déchets de l'établissement? Moi, je trouverais ça intéressant de faire ça. Après, c'est à l'établissement de choisir. Je sais pas. Bah oui, totalement, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer partout
pour toujours créer un monde nouveau. Et c'est sûr que on peut se tourner vers des options euh, plus orientées vers le futur et sur la durée et aussi sur l'impact que ça va avoir. Et c'est vrai que ça pourrait être une super possibilité. Mm. On va continuer un petit peu juste sur cette table parce qu'elle est quand même extrêmement impressionnante. Une table, on dirait qu'elle est en cheveux. C'est une table alors, de cisal faite à partir de feuilles d'agave, c'est ça? Voilà, c'est du déchet d'agave. Donc, c'est un designer mexicain qui s'appelle Fernando Lapos, qui en fait réhabilite ce que faisaient les anciens. Vous en parliez tout à l'heure, en fait. Autrefois, au Mexique, on récupérait les déchets d'agave, l'agave étant utilisée pour fabriquer la tequila. Les anciens, avec cette fibre d'agave, tissaient, créaient des tapis. Et puis avec l'apparition du nylon, ils ont arrêté cette technique, cette tradition. Et Fernando Lapos remet ça aujourd'hui au goût du jour en récupérant, donc en faisant travailler aussi en circuit court avec tout un souci de réinsertion sociale et les ouvriers de différents endroits du Mexique. Et donc pour sortir, non pas cette fois-ci des tapis à partir de ces déchets. D'agave, mais des objets très différents. Donc ici, on présente cette table quand même assez amusante Ouais. et saisissante. Et dans le film qui explique son projet, on voit aussi d'autres de ces objets qui sont vraiment dingues, quoi. Alors en plus, ce qui est intéressant et à plusieurs reprises dans l'exposition, c'est qu'on comprend qu'on a là une démarche globale, d'autant plus que là, en fait, ces agaves, elles sont replantées sur un terrain qui a été abîmé, qui est un sol qui a été très érodé en fait par l'agro-industrie. Et donc l'idée, c'est de planter ces agaves parce qu'il n'y a que ça qui pousse à cet endroit-là pour retenir les eaux, pour revégétaliser. Et avec les ventes finalement de ces objets, les ventes vont financer finalement le projet de En, regroupement. en fait, c'est vraiment, comme vous dites, vraiment une vraie démarche globale et l'objet d'à côté que l'on présente aussi relève de la même démarche, c'est-à-dire qu'à côté, il réintroduit, donc il fait de la marqueterie à partir de maïs. Et il réintroduit des espèces de maïs qui ont été abandonnées depuis des décennies parce qu'elles ne sont pas assez rentables pour l'agroalimentaire. Et il réintègre donc des espèces locales de maïs qui sont sublimes et à partir desquelles il travaille pour faire cette marqueterie. Et donc, il y a aussi voilà, associer sa démarche de designer à une réhabilitation, une réinstallation de la biodiversité qui avait été perdue. Donc ça aussi, Stéphane Alberici, ça fait partie de l'éco-conception. Oui, cette alors démarche. justement, dans une époque où justement on essaye de renouveler les savoir-faire traditionnels, ben, on se rend compte justement à travers la démarche de ce designer que ben, renouveler les savoir-faire traditionnels, c'est pas forcément convoquer des nouveaux outils de création et de conception qui permettent de gagner du temps et de la productivité, hein, genre faire de la néo-marqueterie en n'utilisant plus des outils traditionnels de découpe de bois, mais plutôt des outils numériques, hein, par exemple la découpeuse laser. Là, en fait, ce qu'on change, c'est pas les outils, hein, c'est la matière à créer. Hein, et on va puiser dans des ressources locales, on va faire en quelque sorte de la biomarqueterie, donc le savoir-faire traditionnel, il va pas être renouvelé du côté des outils utilisés, mais plutôt du côté de la matière première. Et en fait, comment composer avec des ressources locales, comment composer avec le vivant, hein, comment redéfinir sa pratique en puisant dans des ressources finalement qui sont vernaculaires, qui permettent justement d'avoir ce respect pour l'environnement et ben, de déployer tout un panel de potentialités, d'atteindre des dimensions esthétiques qui sont plus que convaincantes. Hein, on en arrive vraiment à sublimer la matière première, à garder ce côté mystérieux, ce côté un peu onirique, ce côté poétique. Hein, J'ai l'impression qu'on inverse aussi la démarche de conception, c'est-à-dire que plutôt que de concevoir un objet et de lui appliquer une matière, on va partir d'une matière. C'est la matière qui est au cœur, en fait, du processus créatif. Voilà. C'est elle, en fait, qui va, elle ne va plus être subordonnée hein, au geste et à la pensée humaine. Hein, c'est la matière qui va être un peu voilà, le maître d'œuvre. C'est elle qui va dicter hein, tout le scénario créatif. Hein, c'est-à-dire qu'elle va revendiquer une place quand même légitime et elle va se placer finalement en amont hein, du processus créatif et non plus en aval. Alors, et justement, je voulais terminer là-dessus, c'est
dans une période où on a cessé voilà, de tendre vers la sophistication, vers l'innovation, vers les nouveaux outils, toujours cette quête de prouesse, de performance, là, on se rend compte avec le travail de Fernando Laposte que c'est parfois dans des techniques ancestrales, parfois justement dans des territoires reculés, qu'on va avoir les meilleures idées. Et que finalement, ce n'est pas forcément les démarches les plus alambiqués, les plus sophistiqués et tout, qui vont permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Et des fois, il faut savoir être pragmatique, hein, puiser son inspiration dans des, voilà, dans des savoir-faire, dans des pratiques, dans des rituels qui datent parfois de plusieurs siècles ou qui sont issus voilà, de territoires ruraux qui étaient un peu en décalage avec les tendances récentes du design. Et en fait, maintenant, le design et le métier d'art se renouvellent pas forcément en quête de performance et en quête de sophistication, mais se renouvellent aussi en redonnant un second souffle à des choses un peu oubliées. Oui, et cette démarche d'éco-conception, on se rend compte qu'elle peut s'appliquer dans plein de domaines. Hein. Ce n'est pas seulement le design, on a dit l'architecture, etc. Et aussi la conception d'une exposition comme celle de la Cité des Sciences, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit là, elle est magnifique, et tout ce qu'on voit là sont des matériaux récupérés. Alors oui, en effet, avec mes collègues Renaud Dian et Zoé Coulibaly, on s'est dit, la meilleure preuve pour expliquer aux visiteurs que l'exposition, les messages de l'exposition ont un sens, on va se l'appliquer nous-mêmes. Et donc, on s'est dit, puisqu'on essaye d'expliquer que les déchets sont précieux et qu'on peut en faire quelque chose de chouette, et nous, dans cette exposition, toute l'exposition a été construite à partir de matériaux de récupération. Et c'est ce qu'on présente avec ce dernier mobilier, donc qui expose deux travaux différents de designers. Le mobilier en lui-même n'a pas été fini volontairement pour que le visiteur se voit qu'il a été fait de portes de bureaux qu'on a récupérées dans des chantiers de démolition. Donc là, par exemple, la porte du dessus, il y a même encore, vous voyez, l'étiquette vert sous-sol, réfectoire, vestiaire femme. Toute l'exposition est faite donc à partir de ces portes qu'on a récupérées autour de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bien sûr, l'idée n'était pas de les emmener, d'aller les chercher trop loin. Ensuite, on les a travaillées, on les a enduites, on les a peints, on les a poncées, etc. D'ailleurs, la peinture qu'on a utilisée dans l'exposition est une peinture faite à partir d'algues que l'on présente aussi dans l'exposition. Et donc, en fonction de la façon dont on a superposé ces portes, la longueur, etc., ça fait ces mobiliers différents où on en a fait des simèses. Évidemment, parfois, elles étaient trop longues ou trop larges, donc on les a coupées et toutes les chutes de bois, on les retrouve ici dans ce mur mosaïque à la sortie qui donc termine cette façade de l'exposition. Tous les écrans des films, en fait, sont des écrans qu'on a récupérés dans les anciennes expositions et qui ne servaient plus. Donc, il n'y a pas deux écrans pareils. Pareil pour l'éclairage, ce sont des vieux spots. Pareil les vitrines, on a été récupérer le plus possible des vitrines qu'on avait utilisées pour d'autres expositions. Et en fait, cette expo, finalement, on l'a imaginée à partir d'objets de récupération et au démontage, à son démontage, tous ces éléments qui composent la scénographie, le graphisme et l'éclairage va repartir dans le circuit de recyclage. C'est-à-dire que ces tables, si on ne les utilise pas pour d'autres expositions, vont repartir dans le circuit de recyclage. Tout à l'heure, on a commencé la visite devant ce grand mur avec ces panneaux métalliques. C'est pareil, au démontage, on enlève tous ces panneaux métalliques et on les rend à Paprec qui nous les a prêtés et ils vont retourner dans le circuit de recyclage de métal. Et donc ça, en fait, on ne va pas générer de déchets. Et on espère aussi qu'avec cette expo faite de récupération, on en a fait quelque chose d'élégant, preuve à l'appui, donc les déchets sont précieux. Et on peut imaginer que ça peut donner des idées, et notamment aux enseignants et dans les établissements. Alors, je voulais finir peut-être sur un projet qui était le projet Comment penser l'école de demain, penser avec un E ou avec un A. C'est un projet qui a eu lieu dans votre établissement. Il y avait 4 axes. Il y avait la Green School, la Social School, la Smart School, la Green School. Je l'ai déjà dit, il m'en manque un.
Effective School. L'Effective School, voilà, je me dis, il m'en manque un. Et beaucoup de jeunes ont choisi l'axe de la Green School et ils ont eu de super idées. Vous avez été assez impressionnés. Ah ben oui, hein, surtout pour un projet, un micro-projet amorcé en classe de seconde. Les élèves ont quand même débordé d'imagination et ont vraiment pensé de A à Z leurs idées. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un constat. Ils devaient chacun travailler sur un lieu choisi dans l'établissement. Ça pouvait être une salle de cours, ça pouvait être la cantine, ça pouvait être la cour de récréation, ça pouvait être le CDI. Et ils ont en premier lieu dressé un bilan critique. Qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qui ne va pas d'un point de vue spatialité, qu'est-ce qui ne va pas En termes de déchets aussi. voilà, en termes de déchets, en termes de décor, en termes de confort, puisque là aussi, il faut penser à l'apprenant, le corps apprenant. Dans une classe, s'il est en situation d'inconfort, forcément, l'optimisation des apprentissages, elle ne pourra pas être garantie. Donc, à partir de ça, ils ont vraiment repensé l'école de demain et plutôt l'espace choisi pour justement remédier à ces petites défaillances. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont choisi comme axe la Green School en proposant des espaces de compost, en proposant même des espaces autosuffisants. Ils ont repensé même la cantine scolaire et je peux laisser la parole à mes deux élèves de seconde. Vous avez fait partie du projet, peut-être? Voilà. Non, mais Charlotte. voilà. C'est que du coup, on s'inspirait aussi des écoles Montessori qui imaginent une nouvelle façon d'imaginer l'éducation en mettant l'élève au premier plan. Et du coup, on a réinventé plusieurs espaces en rajoutant des contraintes. Et c'était très sympa à faire en tout cas. Et ça nous a permis de vraiment mettre le point sur des problèmes. Et aussi, ça peut nous aider pour nos carrières si on a besoin de faire les mêmes choses, de poser des bilans critiques et de proposer des améliorations. Et cette éco-conception, imaginez un mobilier qui serait issu voilà, de récupération, c'est quelque chose qui est envisageable. Ah oui, c'est totalement possible, c'est totalement possible. Ouais, alors, est-ce que ça vous donne des idées, cette exposition? Vous avez envie d'agir? Bah oui, forcément que c'est vraiment une exposition qui est plutôt sur le ton alarmiste et qui nous montre que il est temps d'agir enfin après des années d'alerte constante. Donc Je la trouve quand même plutôt optimiste, quand même. Moi, je trouve qu'elle donne beaucoup d'espoir. Le constat est un peu alarmant, mais je trouve qu'elle donne beaucoup d'espoir. Un dernier mot. Oui, Charlotte, tu as raison, le constat au départ est alarmant, mais moi, ce que je trouve très intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle donne de l'élan. C'est-à-dire se dire, par exemple, devant nous, là, on a une designer qui s'est dit, je vais faire quelque chose du déchet de pisciculture pour remplacer le plastique pour emballer les t-shirts. Moi, je trouve ça génial de se dire, j'ai des arêtes qui servent à rien, je vais en faire quelque chose. Je trouve que ça donne de l'élan et que c'est des illustrations que l'imagination n'a pas de limite. Et que je me dis que des jeunes gens, des lycéens, des étudiants en école supérieure, s'ils se disent, ah mais moi j'ai une idée, mais en fait je ne peux pas la dire, c'est débile. Ben non, il n'y a pas d'idée débile. C'est ça que je trouve formidable dans cette exposition. Alors, est-ce qu'on avait peut-être une réaction du côté du public? Non. Eh ben, merci alors à tous, merci à toutes. Merci de nous avoir suivis pendant cette visite virtuelle. Et ma foi, j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées. Bonne soirée.